Si vous êtes français, sachez que, selon moi, votre président rampe devant l'empereur Xi Jinping. Les Français devraient se demander, y a-t-il une réciprocité dans la relation France-Chine? L'un de leurs arguments récurrents est « il faut comprendre la Chine, il faut mieux la connaître ». Ils répètent sans cesse « ne soyez pas trop durs avec nous, si vous nous critiquez, c'est que vous n'êtes ni intelligent ni cultivé, vous ne connaissez pas la Chine ». En somme, ils demandent aux nations d'abandonner leur souveraineté, de renoncer à leur liberté, à leur autonomie en matière de défense nationale ou d'économie. Le développement, la croissance et le niveau de vie de leurs citoyens seraient ainsi soumis aux caprices du Parti communiste chinois. L'initiative pour une gouvernance mondiale. La Chine promeut donc la gouvernance mondiale. Devinez qui dirige ou préside la plupart de ces instances aujourd'hui. Des membres du Parti communiste chinois. Ce sont eux qui imposent désormais leur vision de la marche du monde. Nous avons baissé la garde, nous les avons invités à entrer et maintenant ils tiennent les rênes à bien des égards. Mais si nous ne défendons pas nos intérêts et nos principes, nous serons soumis à ceux du Parti communiste chinois. Bonjour Jim Fanel. Bonjour Laetitia, ravi de vous voir. Ravi de vous voir également. C'est un réel plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous avez été directeur du renseignement et des opérations d'information pour la flotte du Pacifique des États-Unis. Et vous avez passé plus de 30 ans à étudier le comportement militaire et stratégique de la Chine. Vous avez souvent alerté que les efforts d'infiltration du Parti communiste chinois représentent l'une des plus grandes menaces pour le monde libre. Et vous n'êtes pas le seul à tirer la sonnette d'alarme. De nombreux experts mettent en garde contre l'infiltration subtile et omniprésente du Parti communiste chinois à travers le monde. Est-ce que vous pourriez dans un premier temps nous éclairer à ce sujet? Jusqu'où, selon vous, cette infiltration du PCC a-t-elle pénétré les institutions occidentales aujourd'hui? Eh bien, cela dure depuis assez longtemps. Depuis que la République populaire de Chine s'est établie en 1949. Ils ont toujours eu un agenda, promouvoir leur propre version du communisme à travers le monde. Mais à l'époque, en 1949, ils n'en avaient pas les moyens. Ils étaient très pauvres, avec une armée quasiment inexistante après les guerres, la Seconde Guerre mondiale et le conflit civil contre leurs propres citoyens. Et les Japonais, ils ont donc traversé une longue période durant laquelle ils ne pouvaient pas atteindre leurs objectifs. Puis Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir et a déclaré « J'ai une vision de la manière dont nous pouvons y parvenir ». Il a dit « Nous allons cacher nos faiblesses, nous allons attendre, mais nous allons nous infiltrer et nous intégrer dans le monde occidental et ce sont eux, en somme, qui vont payer pour notre essor ». Depuis que Deng est arrivé au pouvoir, les États-Unis ont reconnu la Chine en 1979 et Deng a pris la tête du pays dans la décennie suivante. Après la répression de la place Tiananmen, l'Occident a continué à entretenir des relations avec la Chine, alors même que cet événement aurait dû être un signal d'alarme évident pour l'Occident, qui aurait dû se demander pourquoi tenons-nous tant à rester engagés avec la République populaire de Chine. Après ce qu'ils venaient de faire à leurs citoyens qui revendiquaient les principes de liberté et de démocratie, et peu de temps après, alors même que le monde entier condamnait publiquement la Chine, ils les ont accueillis à bras ouverts et les ont invités à rejoindre l'Organisation mondiale du commerce. Ils leur ont accordé le statut de nation la plus favorisée et un statut commercial. Ils les ont introduits et intégrés à l'Organisation des Nations Unies et à l'Organisation mondiale de la santé. Et par la suite, ils ont encouragé nos experts de Wall Street et nos entreprises ainsi que celles d'Europe à venir en Chine pour obtenir leur part du gâteau chinois dans leur propre intérêt économique. Deng était intelligent. Il avait compris que, surtout en Amérique, notre faiblesse principale résidait dans notre cupidité.
Deng avait également compris qu'il existait une catégorie d'individus, les experts de la Chine, les China Hands, qui seraient séduits par des invitations, des réceptions, des séjours offerts par le gouvernement chinois et ses nombreuses institutions, y compris ces organisations de façade comme le United Front Work. Ces universitaires et fonctionnaires finiraient ainsi par traiter Pékin avec bienveillance. Ainsi, la Chine a pu s'infiltrer progressivement et a développé ses propres programmes, comme le Thousand Talents Program. Ce plan visait à recruter des milliers d'experts à travers le monde pour qu'ils deviennent des relais au sein de leur système, conciliant et accommodant envers la RPC. Et la République populaire de Chine a joué la carte du pays en développement, ce qu'elle était effectivement dans les années 1980. Mais ils continuent à jouer cette carte aujourd'hui encore en prétendant être une nation faible et en développement. Ils réclament des avantages commerciaux et rejettent les tarifs douaniers imposés par le président Trump, jugés trop sévères. Ils jouent donc sur les deux tableaux tout en plaçant des personnes à l'intérieur de nos gouvernements, de nos universités et de nos médias qui justifient ou minimisent les actions de la RPC. Et ils diffusent la propagande du Parti communiste chinois. L'un de leurs arguments récurrents est « Il faut comprendre la Chine, il faut mieux la connaître ». Ils répètent sans cesse « Ne soyez pas trop durs avec nous. Si vous nous critiquez, c'est que vous n'êtes ni intelligent ni cultivé, vous ne connaissez pas la Chine ». Et l'idée sous-jacente est que plus on étudie la Chine, plus naturellement, on finit par la soutenir. Ainsi, quiconque ne partage pas cette vision est étiqueté comme un faucon anti-Chine. Et comme nous l'avons vu récemment, même le PDG de Nvidia a parlé de ces China Hawks, affirmant que c'était une mauvaise chose d'en être un, que c'était une attitude peu intellectuelle, presque rétrograde. C'est représenté comme une position peu éclairée, une incompréhension du monde réel. Si vous voulez être ouvert d'esprit, collaborez avec la Chine, développez les échanges économiques. Nous voyons aujourd'hui les effets de cette complaisance. Les États-Unis, l'Europe et leurs alliés dépendent du Parti communiste chinois pour obtenir les terres rares, les aimants et les matériaux raffinés nécessaires à notre armement, à nos semi-conducteurs et à notre industrie de haute technologie. Tout cela provient de Chine et le mois dernier, ils ont clairement déclaré « Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, nous ne vous fournirons plus de terres rares à moins que nous puissions décider de l'usage que vous en ferez. » Par exemple, la France peut en recevoir, mais seulement pour les projets que la Chine approuve. En somme, ils demandent aux nations d'abandonner leur souveraineté, de renoncer à leur liberté, à leur autonomie en matière de défense nationale ou d'économie. Le développement, la croissance et le niveau de vie de leurs citoyens seraient ainsi soumis aux caprices du Parti communiste chinois. Ils ont infiltré partout. Nous sommes ici à Genève, au cœur des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la santé et de nombreuses institutions internationales. Devinez qui dirige ou préside la plupart de ces instances aujourd'hui. Des membres du Parti communiste chinois. Ce sont eux qui imposent désormais leur vision de la marche du monde. Nous nous retrouvons dans une situation où, par notre propre cupidité et notre propre apathie, nous avons ouvert la porte à cette prise de contrôle. Depuis la fin de la guerre froide avec l'Union soviétique, influencée par le livre « La fin de l'histoire » de Francis Fukuyama, on s'est dit « Nous avons vaincu l'URSS, tout le monde va devenir démocratique. Nous pouvons récolter les dividendes de la paix. » Alors, nous avons réduit nos budgets de défense en les transférant vers d'autres priorités. Nous avons baissé la garde, nous les avons invités à entrer et maintenant ils tiennent les rênes à bien des égards. Ce que nous venons de voir ces dernières 24 heures à Busan en est le reflet. Le président des États-Unis a dû négocier avec Xi au sujet des terres rares et d'autres sujets comme le fentanyl, inondant les marchés américains et européens.
Nous n'avons donc plus beaucoup d'outils dans notre arsenal pour contraindre ou influencer la Chine. Certains diront, c'est comme ça, c'est la vie. Oui, c'est ainsi. Mais si nous ne défendons pas nos intérêts et nos principes, nous serons soumis à ceux du Parti communiste chinois. Et nous avons vu quelles étaient leurs valeurs pendant la pandémie de Covid. Tout le monde doit obéir. Vous obéirez à tout ce que disent le comité central et le politburo. Si Xi et le politburo disent « Vous serez vaccinés, vous porterez des masques, vous respecterez la distanciation, vous téléchargerez cette application, et si vous n'obéissez pas, alors on vous enfermera dans votre appartement. » Voilà donc le risque. Nous savons ce qu'ils font à la liberté d'expression, à la liberté de religion, à la liberté d'association. Ils maintiennent toujours le système de contrôle Hukou, empêchant les gens de voyager librement dans leur propre pays. Les habitants des zones rurales peinent à se rendre dans les villes. Il y a donc 1000 raisons d'être très méfiants à l'égard du Parti communiste chinois, compte tenu de ce qu'il représente. Pensez-vous que le Parti communiste chinois était derrière tout ce qui s'est passé pendant la pandémie? Je veux dire, ce sont nos gouvernements qui ont pris la décision d'imposer des restrictions aux populations. Est-ce que vous pensez que le Parti communiste chinois a influencé l'ensemble de ces gouvernements? Je pense que la question centrale, c'est celle de l'origine du virus. Je pense qu'aujourd'hui, 5 ou 6 ans plus tard, de plus en plus de preuves émergent indiquant que le Parti communiste chinois était au courant et a laissé le virus s'échapper de Chine. C'est un point majeur, extrêmement grave, et il faut encore plus d'éléments, de preuves à ce sujet. Mais le fait qu'il soit originaire de Chine est désormais avéré. La question, c'est comment nous y avons répondu en Occident. Vous avez raison, ce sont bien nos gouvernements, aux États-Unis comme ici en Europe, qui ont émis ces ordres. Mais ils l'ont fait sous l'influence chinoise exercée sur des institutions telles que l'Organisation mondiale de la santé, qui ne faisaient que répéter, pour ainsi dire, ce que Xi et le Parti communiste faisaient en Chine. Ils les imitaient, sans le dire explicitement, ils affirmaient en substance « La manière dont la Chine gère la situation est celle que nous devons adopter. Nous devons exercer un contrôle total, un contrôle d'État sur la population, et le peuple obéira. Et si vous refusez, alors vous ne pourrez pas aller au restaurant, ni rendre visite à un proche hospitalisé en phase terminale, ni dire adieu à votre grand-mère ou à votre grand-père. Nous avons vécu cela, et nos enfants aussi. Les enfants n'ont pas pu aller à l'école ni interagir entre eux. Les conséquences sur leur développement sont aujourd'hui visibles. Pendant ces années décisives, ils ont été privés de contact à cause d'une décision prise quelque part en Chine et qui s'est ensuite infiltrée jusque dans nos sociétés occidentales. Est-ce que je pense que Xi a pris son téléphone pour appeler le président Macron en disant « Je veux que tu fasses ceci et cela » ? Probablement pas. Il n'en avait pas besoin, car le Parti communiste chinois, pas Xi Jinping, mais le PCC, avait déjà passé les 35 dernières années à infiltrer ces institutions, comme l'Organisation mondiale de la santé et les organismes qui gravitent autour, leurs forums, leurs conférences, leurs publications, ainsi que les experts qui interviennent sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision. Tout cela a contribué à créer une culture où, pour gérer une pandémie, il faut faire ceci et cela. Et ensuite, ils ont trouvé des relais, des adeptes profondément engagés dans cette façon de penser, y compris dans nos propres pays. Nous avions aux États-Unis le docteur Fauci, par exemple. Nous avions des gens qui affirmaient à la télévision que le vaccin fonctionnait, alors qu'aujourd'hui, nous savons qu'il n'a pas fonctionné comme promis, mais ils nous disaient « Vous devez vous faire vacciner. Et si vous ne le faites pas, alors vous ne pouvez plus faire partie de la société civile. » C'est exactement ce qui se passait en Chine et nous avons reproduit ce modèle. L'argument avancé autrefois à l'époque de Nixon et Kissinger était « Si nous collaborons avec la Chine, cela nous aidera face à l'Union soviétique ».
Cet argument s'est transformé en « si nous collaborons, ils deviendront comme nous », disaient les experts occidentaux. Ils adopteront nos principes et nos valeurs, ils achèteront et vendront selon un système capitaliste de libre marché. Mais 40 ans plus tard, nous constatons que c'est nous qui sommes devenus semblables au Parti communiste chinois. Nous avons accepté un contrôle totalitaire exercé par l'État et nous avons restreint la liberté et les droits de nos propres citoyens. Voilà le danger de cette politique d'engagement. Oui, ce que vous décrivez est profondément inquiétant. Il semble que nos sociétés aient été aveuglées par une illusion savamment construite, car très peu de médias traditionnels ont expliqué clairement ce que vous exposez aujourd'hui. À votre avis, pourquoi l'Occident a-t-il été si réticent à reconnaître la stratégie subversive du PCC? Eh bien, en partie, comme je l'ai dit, c'est la cupidité. Certains ont fait fortune en se présentant comme des experts de la Chine. Et ils vont naturellement défendre bec et ongle cette position, parce qu'elle paye leurs factures et leur donne du prestige. Ils sont invités à des conférences, à des réceptions, apparaissent sur des couvertures de livres et dans des émissions dominicales. Quant au reste du pays, l'impact sur nos sociétés vient de ces mêmes personnes que l'on pourrait appeler d'une certaine façon Ils étaient les influenceurs avant l'ère des réseaux sociaux, l'establishment, les membres du gouvernement et des think tanks. Ces gens ont influencé les politiques nationales et la manière dont nos pays conçoivent leurs relations étrangères. Ainsi, aux États-Unis, lorsque les think tanks et la classe d'experts, les China Hands, ne vous disent pas que la Chine est une menace, qu'ils ne décrivent pas le Parti communiste chinois tel que je viens de le faire. Alors, évidemment, le citoyen américain moyen n'en sait rien. La Chine est à des milliers de kilomètres de l'autre côté du Pacifique. Elle ne touche pas directement leur vie quotidienne, puisqu'ils n'en entendent jamais parler. Ils ignorent que lorsque nous avons invité la Chine à rejoindre l'OMC, lui avons accordé le statut de nation la plus favorisée et signé l'accord de l'ALENA, nous étions en train de démanteler l'industrie américaine et d'envoyer ses emplois, autrefois occupés par des Américains, en Chine. Personne n'a jamais signé un accord disant « envoyons nos emplois en Chine ». C'est le marché qui l'a fait. Le coût de la main-d'œuvre y était si bas que les emplois ont naturellement migré là-bas. Les entreprises américaines disaient « je dois payer un travailleur américain 10 $ de l'heure ». En Chine, la main-d'œuvre ne coûte presque rien, puisqu'ils ne prennent pas en compte les salaires de la même manière. C'est ainsi que cela fonctionnait il y a 20 ou 30 ans. Alors, naturellement, les entreprises se disaient « c'est dans mon intérêt financier de délocaliser ma production en Chine ». Nous l'avons vu avec Apple, General Electric, Ford, Boeing, toutes ont délocalisé. Les entreprises européennes ont fait de même. En partant produire à l'étranger, elles ont en réalité trahi leur propre peuple. Mais les citoyens ne le savaient pas. Aucun gouvernement ne leur a dit « Vous avez perdu votre emploi parce que nous avons adopté une politique d'engagement économique avec la Chine ». Que s'est-il passé? Rien. On n'a rien dit aux gens, sinon que c'était un problème intérieur imputé à tel ou tel parti politique. Et puis aux États-Unis, il y a eu la montée de phénomènes comme la crise des opioïdes, qui est aujourd'hui extrêmement grave et bien connue. Tout cela a commencé à changer sous la première administration Trump jusqu'en 2017. Peu importait que vous soyez démocrate ou républicain, on n'entendait pratiquement rien de négatif sur la Chine, rien du tout. Pendant la guerre froide, on parlait beaucoup de l'Union soviétique des deux côtés. Mais après 1991, pendant environ 25 à 30 ans, jusqu'en 2017, le gouvernement américain n'a jamais tenu de discours expliquant à la population que la Chine représentait une menace existentielle. Et à cette époque, ce n'était pas encore le cas, son armée restait modeste. Son économie était encore faible, donc personne n'y voyait un danger. Pourtant, nous payons aux États-Unis des services de renseignement pour avoir une vision stratégique à long terme.
Des bureaux comme l'Office of Net Assessment, dirigé par Andrew Marshall, avaient pour mission d'anticiper, et des gens comme Marshall l'ont fait. Mais ils n'ont jamais réussi à percer cette chape de plomb imposée par le Parti communiste chinois. Quiconque tentait de tirer la sonnette d'alarme en disant « la Chine est une menace » était immédiatement réduit au silence, censuré. On détournait l'attention vers des problèmes intérieurs ou vers d'autres urgences supposées plus graves. La Chine n'a donc jamais été considérée comme prioritaire. Le Moyen-Orient a absorbé notre attention pendant 35 ans, pendant que nous combattions en Irak et en Afghanistan. Lorsque j'étais encore en service, si vous disiez « la Chine monte en puissance, il faut agir », on vous ignorait. Le département de la Défense et les dirigeants de l'époque n'ont rien changé. Ils n'ont pas réaffecté les ressources. Au contraire, nous avions un secrétaire à la Défense, Robert Gates, qui a renvoyé le chef d'état-major et le secrétaire de l'armée de l'air pour des motifs secondaires, techniques, certes sérieux mais non stratégiques. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, depuis maintenant des années, vous suivez nos émissions gratuitement sur YouTube. Derrière le travail que nous produisons, il y a souvent des bénévoles engagés qui croient en la diversité de l'information et qui souhaitent la promouvoir. Tout cela est un travail de longue haleine et nous avons donc réfléchi à la façon de le mener sur le long terme grâce à des partenariats. Je suis heureuse de vous annoncer que nous serons désormais sur la plateforme Epoch TV qui va aussi vous ouvrir la porte vers davantage de contenu premium, des articles d'analyse de l'actualité et des interviews. Pour vous, c'est très simple. Aucun changement si vous nous suivez sur YouTube. La première partie des émissions y sera toujours. Pour regarder la suite, il vous suffit de cliquer sur ce lien afin de rejoindre la plateforme Epoch TV. Je vous dis à bientôt et j'espère que cette offre enrichie vous plaira.